Aujourd'hui, je suis avec Dorgeles Guy, qui est analyste financier chez BM Prime Capital. Donc, il aura l'opportunité de parler avec nous aujourd'hui de finances digitales. Et vous qui êtes des startups, vous qui êtes des entreprises et que vous recherchez du financement, ce podcast-là est aujourd'hui le meilleur moyen pour vous de connaître tout ce qui tourne autour de cet écosystème-là et comment rassembler tous les atouts à votre niveau pour pouvoir bénéficier de ces opportunités de financement qui existent. C'est tout à l'heure et c'est maintenant. Alors, déjà, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de capital risque. Ok. Et d'abord, pour commencer, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent D'accord. Bonjour. Bon, moi c'est Guy Dorgeles. Actuellement, je suis en Master 2 à Lumé Business School. Et présentement, je suis analyste à PM Prime Capital, qui est une entreprise de financement en Afrique. pas. Ok, financement des startups, c'est très intéressant parce qu'ici, on parle de startups. Quand on parle de capital risque, Oui. de quoi concrètement on parle? De façon basique. De façon basique, bon, le capital risque, c'est juste une prise de participation dans le capital d'une entreprise qui vient de naître. Mais en Afrique francophone particulièrement, c'est plus dans le début de l'entreprise qu'on parle de capital risque. Mais pour les anglophones, il y a plusieurs étapes. On ne va pas trop entrer dans ces détails-là, mais pour résumer de façon basique, c'est juste une prise de participation dans le capital. Une prise de participation dans le capital, c'est très intéressant. Donc, moi, la question que je vais te poser, Oui. c'est-à-dire qu'il y a un défi ici pour les startups, surtout francophones, qui est le défi de levée de fonds. D'accord, le défi de levée de fonds, financement, tout ça. Moi, en tout cas, moi, j'englobe ça dans la même famille, on peut dire ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, bon, tu as fait une thèse, tu as fait une mémoire sur l'implication du capital risque dans les startups africaines. C'est ça. Peut-être que tu vas mieux reformuler, mais déjà, qu'est-ce que tu as, à travers ton étude, qu'est-ce que tu as découvert de l'implication des startups dans le capitalisme? D'abord, petit rappel, c'est le thème de la thèse, c'était plus l'impact du financement par capital sur les startups francophones. Et on avait pris le cas d'une entreprise qui avait bénéficié d'un financement de la part de BM Prime Capital. Et de ce qui est ressorti par les études d'abord théoriques, j'ai découvert que le problème de financement n'est pas que lié à l'argent. Parce que avant de parler d'argent, il faut d'abord connaître où tirer l'argent, comment utiliser cet argent et comment répartir cet argent dans les charges de l'entreprise. Donc, ce mémoire m'a permis d'abord de pouvoir comprendre cet aspect-là et aussi de pouvoir voir que on peut recevoir de l'argent, mais si nous avons une mauvaise gestion, on peut ne pas mieux utiliser ce capital-là. Et aujourd'hui, quand j'entends un entrepreneur me parler de financement, je me pose la question, est-ce qu'il d'abord il sait pourquoi il veut cet argent et comment il doit utiliser cet argent. Donc en gros, en fait, le problème c'est que les entrepreneurs africains, mais les startups africaines, Oui. n'évaluent pas bien leurs besoins en financement, déjà. Déjà, parce que le besoin de financement n'est pas seulement l'argent qu'on reçoit pour faire tourner l'entreprise. Par exemple, un entrepreneur qui a besoin de se déplacer énormément pour faire ses courses et tout, dans son plan de financement, il ne va pas mettre quelques achats il ne va pas mettre peut-être l'achat d'une moto. Il va juste mettre, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir avoir mon local, pour pouvoir payer mes employés et tout ce genre. Or, il oublie qu'il doit circuler, qu'il doit se déplacer. Et cette charge-là qu'il a oubliée, je peux le dire ainsi, va avoir des répercussions sur son fonctionnement en fait. Puisqu'il va dépasser ça pour acheter ça. C'est ça. C'est ça. Ok, ah, c'est très important. Maintenant, je reviens sur le capital. Oui. D'accord. Récemment, j'ai découvert que vous avez même lancé un appel à projets pour les startups pour le financement. Déjà, parle-nous de ces opportunités-là qui existent chez vous et de par les financements que vous octroyez. Combien de startups aujourd'hui ont déjà bénéficié de vos fonds? Comment ça se passe? Bon, en tout cas, si tu es au courant de. Parce que c'est une entreprise américaine, il faut le rappeler. C'est ça, c'est une entreprise américaine. Voilà, justement. Si tu es proche de la calebasse, vous nous avez comment ça se passe? Non, jusque-là, nous sommes à la 3e édition de la Pitch Competition, qui est une compétition de projets. Nous avons envie d'aider des entrepreneurs qui ont l'audace d'abord même de se présenter à ce concours-là.
et qui ont envie de pouvoir progresser. Pourquoi progresser? Parce que nous n'accompagnons pas seulement dans le financier, il y a également la technique ou l'intellect qui est mis à niveau pour pouvoir permettre à ces entrepreneurs de pouvoir se développer rapidement. Donc, pour revenir sur la pêche compétition, c'est une compétition de projet qui se fait en ligne, pas besoin de se déplacer. Vous devez juste soumettre votre projet via un document PPT, PowerPoint, ou un PDF de la présentation qui résume un peu 4 éléments principaux. D'abord, le problème que vous résolvez, et qui parle le problème, parle le constat, parle le besoin, la solution en elle-même, l'équipe avec qui vous travaillez, l'impact de votre projet. Donc, ces éléments-là sont les éléments sur lesquels nous appuyons énormément pour pouvoir évaluer ces projets-là. Également, il y a l'argent qui est mis aussi à la disposition des entrepreneurs. On alloue 2 millions au premier et 1 million au deuxième. Et l'année dernière, nous avons alloué même un montant à la start-up cœur du public. Parce qu'on n'a pas voulu récompenser uniquement les lauréats, mais on a pensé également au coup de cœur du public. Et aujourd'hui, on a financé 2 projets. Il y a d'abord Odjibalé, Koudam, qui est aujourd'hui même installé, je crois, en Guinée-Bissau, qui ne cesse de se développer. Donc, il y a également Mivopé, qui est une aussi start-up et qui est actuellement dans notre programme Propulsor, qui a pour but d'accélérer encore la croissance de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, nous ne partons pas sur des sommes faramineuses. Le but du jeu, c'est de faire comprendre à l'entrepreneur que même avec des moyens, pas maigres, mais des moyens suffisants, il peut faire tourner cet argent-là afin de pouvoir développer son entreprise. Si vous avez les compétences nécessaires ou la qualité nécessaire pour pouvoir vous voulez vous développer, il y a le Propulsor qui est un accélérateur de projet, qui est plus adapté même au financement concret de l'entreprise. Parce que la pêche compétition vient en subvention, on alloue pour voir un peu comment vous allez gérer cet argent-là. Et il y a un suivi qui est fait après. Parce que tous nos lauréats, on leur demande parfois de voir un peu comment ils ont pu utiliser cet argent-là, voir s'ils ont progressé. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a pu financer, subventionner du moins. Donc, ils vont plus dans le salut au passage. Et aujourd'hui, on voit réellement que ce projet-là vit et qu'il ne cesse de croître. Donc, c'est un peu ça la mentalité. Aider les personnes qui ont envie de se développer. Tu as récemment lancé une startup, Oui. Fingenius. Fingenius. Donc, d'abord, Fingenius, pour l'instant, nous sommes juste une structure qui a envie de promouvoir la fintech. De faire comprendre aux étudiants que la finance n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas que les chiffres. Il y a également tout un environnement externe qui tourne autour de cet aspect-là. Et qui parle de finance inclusive. Aujourd'hui, on parle de finance inclusive et tout. Ce sont des thèmes qui sont parfois méconnus de la jeunesse. Mais le but premier même, c'est de pouvoir faire comprendre aux jeunes qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir gérer votre finance personnelle, de pouvoir vous-même partir de vos propres fonds et de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, pour l'instant, je ne veux pas dire que nous sommes à l'étape où nous voulons être, mais nous sommes juste, à l'étape où nous essayons d'abord de faire comprendre la thématique aux étudiants. Parce que c'est pas un projet en soi pour se faire de l'argent, c'est juste pour aider d'abord les étudiants. C'est ça. Et après, maintenant, faire des projets ou des besoins qui répondent à la demande du marché. Ok. Maintenant, quel regard tu as aujourd'hui sur l'écosystème FinTech, particulièrement au Togo, mais de façon plus globale en Afrique de l'Ouest? D'accord. Au Togo, la FinTech n'est pas réellement un domaine qui a de l'essor parce que vous allez voir qu'il y a assez de FinTech méconnus du public d'abord et aussi il y a le problème lié à la régulation. On peut parler de FinTech au Togo, mais on ne peut pas parler de développement. Il y a des secteurs plus au Togo qui sont plus évolués que la FinTech. Mais actuellement, il y a eu la FinTech togolaise qui a participé à l'éco-banque Miapé. Voilà. Mais elle a reçu une subvention pour pouvoir se faire développer. On espère que cette solution-là pourra répondre aux besoins de tout un chacun parce que le conseil est que
c'est difficile de faire des paiements à l'international via les applications de finance digitale, par exemple. Parce que il y a Wave, il y a Diamo, il y a beaucoup de startups dans d'autres pays, même au Togo. Il y a un peu ce problème. J'ignore pourquoi. Hein, mais... C'est justement là que je m'en venais. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, est-ce que c'est un problème d'éducation? Parce qu'aujourd'hui, les fintechs font des efforts pour même déjà intégrer les moyens de paiement locaux. Oui. C'est-à-dire les timonies, tout ce qu'on a. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent toujours pas à pouvoir l'utiliser. Déjà, on va te dire, quand tu parles de fintech à quelqu'un de lambda qui sort dans il va te dire, bon, moi, j'ai pas de carte, visa, tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à ce niveau-là. C'est revenu au timonies que tout le monde utilise déjà. Mais il y a toujours un problème d'adoption. En fait, c'est un peu ça. Il y a récemment même, je crois, Tocom qui a lancé Timoni comme en tant qu'une entreprise à part entière pour pouvoir développer même cet aspect-là. Et en fait, tout part du besoin même de la population aussi. Il ne faudrait pas qu'on oublie cet aspect-là. J'ai vu un rapport fait où on faisait un peu le classement des pays avec le plus grand nombre de banques. Il y avait le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui étaient en tête. Le Sénégal avec 33 banques, la Côte d'Ivoire avec 28. Au Togo, on a 14. Donc déjà même, hormis le marché financier au Togo, il y a déjà le problème qui fait que les personnes qui ont réellement besoin de ce mode de paiement-là n'ont pas la capacité-là. Parce qu'elles ne peuvent pas se tourner vers les banques. Les banques font déjà certaines transactions à l'international et tout, mais est-ce que les ménages togolais ont la possibilité de pouvoir faire cela? C'est là un peu la vraie question, quel est le vrai problème. C'est pour cela que MiaPay aujourd'hui vient comme solution, moi je pense, solution très pertinente pour pouvoir résoudre ce problème-là. T-Money fait déjà de son mieux pour pouvoir aller à l'international, mais ça reste assez compétitif parce que c'est pas facile pour un réseau téléphonique de pouvoir faire des transactions avec un autre réseau à l'international. Il faut tisser des partenariats, il faut respecter la concurrence à l'international, les normes politiques et tout. Donc, c'est un sujet assez délicat, mais je pense que de la part des entrepreneurs même, ils veulent créer, ils créent, mais est-ce que la population est adepte à ce mouvement-là? Aujourd'hui, on parle d'opportunités de financement pour les startups qui veulent monter à un autre niveau. Aujourd'hui, à quel moment tu estimes qu'une startup est prête à aller peut-être chercher du financement? Bon, selon ton expérience, à quel moment tu estimes que, bon, pour ces startups-là, bon, tu peux aller chercher et que ça marche? Ça marche. C'est une très belle question, parce que parfois ils sont dans une étape où ils n'ont pas encore validé le projet même. Moi, je parle de validation de projet, je parle plus de produit en soi. Tu peux avoir un prototype, mais que le marché n'a pas encore accepté. Donc, pour moi, une entreprise qui est prête à aller recevoir du financement, c'est une entreprise qui a déjà son MVP, son most valuable product sur le marché et qui pourra concurrencer, pourquoi pas, les autres acteurs du marché. D'accord. Une entreprise, une start-up qui a déjà validé son modèle sur le marché, je vais rester là, il peut sauter vers l'aspect financement. Oui. Mais non, les startups qui viennent sur nous, avec une capitale pour prendre de l'argent, à l'issue du pitch, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour dire que c'est bon? D'abord, il y a Oui, c'est très pour la calebasse, mais il y a l'aspect de confidentialité qui fait que je ne peux pas donner certains éléments d'évaluation. Mais je peux juste donner des conseils concernant d'abord la forme du document. Parce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, il y a des éléments qui sont très importants, on doit comprendre. Lorsque tu veux vendre une idée à quelqu'un, il faut comprendre que la personne n'est pas auprès de toi. D'abord, lire et comprendre comme toi tu le penses. Donc, il faut être le plus clair possible. Et aussi montrer réellement que l'idée a été testée. Vous-même, si on vous demande, si vous avez un petit frère ou une soeur qui vous dit que bon, moi je veux vendre des colicots par exemple à l'école et elle a besoin de votre argent. Elle lui dit bon, c'est vrai qu'elle veut vendre, mais c'est pas automatiquement que vous allez donner de l'argent. Elle lui demande est-ce qu'elle pense qu'elle peut vendre et elle va vous le justifier. Donc c'est un peu ça. Si vous arrivez à nous montrer réellement que votre produit a déjà été testé par le marché, a déjà été approuvé et qu'il nécessite seulement un coup de pouce afin de pouvoir développer, faire fonctionner l'activité, il n'y a pas de problème. Oui. Ok. Tout à l'heure, on parlait des anglophones.
Tu n'avais pas voulu entamer le sujet, mais c'est un constat. Les anglophones, surtout en domaine du digital, d'accord, sont aujourd'hui très avancés sur nous. C'est ça. Déjà, même comprendre le Nigeria, très avancé, l'écosystème est très avancé. Ça va être beaucoup plus stratégique si je te demande pourquoi, mais c'est-à-dire qu'est-ce que tu as remarqué qui fait que aujourd'hui les startups anglophones sont beaucoup plus en avance que les startups en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est lié à la logistique? Ou bien est-ce que c'est lié même déjà au mindset de la population? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la population qui fait le projet en fait. C'est-à-dire que si la population est enclin à plus utiliser, ça passe beaucoup plus vite. Donc est-ce que c'est au niveau de l'éducation aussi de nos populations qui fait que nos startups, ça traîne un peu à décoller comparé au système anglophone? D'abord, moi je pense que je ne parlais pas de la population, je parlais d'abord du porteur de projet. J'avais suivi un documentaire au Nigeria où je vais être dans une entreprise. L'entrepreneur nous disait qu'avant même d'installer son entreprise, il a créé une application pour pouvoir évaluer, pouvoir mesurer un peu l'impact que son produit aura sur le marché. En Afrique francophone, nous, quand on a une idée, on se dit que bon, si je pense que ça va passer, que ça va. Voilà. Ouais, c'est pas bon. Tandis que les anglophones, eux, ils ont une manière de faire. Ils vont se dire que bon, j'ai mon produit, c'est vrai. Mais d'abord, qu'est-ce qui prouve que mon produit d'abord répond à un besoin? Donc l'étude de marché même est vraiment faite avec une certaine rigueur. Ici même, quand tu prends certains projets, tu demandes au porteur, est-ce que vous avez fait l'étude de marché? Il va te dire oui. Que j'ai remarqué que j'ai remarqué que ou bien bon, quand je suis sorti, en fait c'est pas ça. L'étude de marché n'est pas que des constats. Le constat, c'est il a son importance, mais également il faudrait qu'on parle de chiffres, il faudrait qu'on parle de raisonnement scientifique en fait. Donc la mentalité anglophone ne diffère pas de la nôtre dans le sens où nous n'appliquons pas réellement avec rigueur ce qu'on nous enseigne. Quand on prend les écoles, par exemple, heureusement qu'à l'Home Business, nous faisons des modèles de projet et tout. Mais certains entrepreneurs, même francophones, vont faire rédiger leur business plan par quelqu'un. Déjà, même, il y a déjà un problème. Tu ne peux pas vouloir faire un projet que toi-même tu n'arrives pas à transcrire ça dans un document. Donc, ça fait que il y a déjà une barrière. Il y a des éléments que toi-même tu ne maîtrises pas dans le contenu que tu proposes à l'investisseur. Or, l'anglophone, lui, il va s'asseoir. S'il faille qu'il fasse une formation pour pouvoir comprendre comment faire un business plan, il va le faire. Et après cela, il va rédiger lui-même son propre business plan. On pense, parce qu'on est tous entrepreneurs, et dès qu'on pense que ça va, ça va. C'est vrai. Est-ce que tu penses que ces éléments-là sont véritablement la raison pour laquelle les institutions ou bien les fonds de start-up ont du mal à arriver chez nous en Afrique de l'Ouest? Bon, honnêtement, oui. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas beaucoup rigoureux sur certains aspects. On banalise certains trucs quand on pense que c'est pas important. Or, comme on parlait de financement participatif, il y a beaucoup de documents à vérifier avant même de mettre une start-up sur le marché. Donc, si on prend le cas d'un financement participatif, l'investisseur va venir vérifier certains documents, certains états financiers, certains même documents juridiques qui montrent que, par exemple, l'entreprise n'a pas de dette, qui montrent que l'entreprise n'a aucun conflit, n'a aucun litige, ou bien on va demander aux collaborateurs, est-ce qu'on peut avoir vos casiers judiciaires, par exemple. Donc, tous ces éléments-là font qu'il n'y a pas de sérieux. C'est ça qu'il n'y a pas de sérieux. Moi, je ne veux pas dire non certaines entreprises, mais par notre petite expérience, parfois on voit qu'il n'y a pas réellement une rigueur dans les documents administratifs qu'il faut. Voyez. C'est ça qui nous freine beaucoup. Et aussi, il y a la barrière de la langue. Qui parle business doivent parler forcément anglais. Voyez. Pour ne pas vouloir aller à l'international sans parler quelques mots, connaître un peu le jargon anglophone. Il y a également ces points-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas des éléments qu'on va utiliser pour pouvoir se limiter parce qu'il y a des gens qui ont pu le faire. Donc aujourd'hui, il faut juste avoir
dirais, la rigueur nécessaire. La rigueur nécessaire. C'est la rigueur. Tout à l'heure, on parlait de toutes ces opportunités de financement. Mais il y a souvent il y a certains entrepreneurs qui disent ne pas être informé de là où il y a des opportunités de financement. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un déficit de communication sur les opportunités de financement? D'abord, il n'y a pas de déficit. Dans la mesure où, au même moment, toi, tu n'es pas informé, il y a quelqu'un qui a pu participer. Donc déjà, ça veut dire que l'information a circulé, mais juste que tu n'étais pas dans le bon canal. Tu es un entrepreneur. D'abord, si tu es un entrepreneur, je prends le cas direct au Congo, tu dois forcément connaître les grosses têtes, si je peux le dire ainsi, de l'entrepreneuriat au Congo. Les personnes qui sont démarquées. Être au minimum dans les réseaux LinkedIn. Même si tu les suis, c'est pas grave, mais être dans les réseaux LinkedIn. Pour que demain, ces personnes, lorsqu'elles publient des offres, tu puisses savoir. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également est que je suis un entrepreneur, je veux du financement. Mais est-ce que déjà, je me suis déjà levé pour aller vers une agence au Togo, même, vers les fonds comme le FAYEJ, pour aller voir, est-ce que monsieur, il y a des opportunités de financement disponibles pour tel entrepreneur dans tel domaine. Donc, moi, je pense que l'État met tout à disposition, mais juste que l'information se fait cher. Parce que l'information détermine tout. Voilà, on nous dit quelle information est le pouvoir. Donc, pourquoi donner le pouvoir à tout le monde? Voilà pourquoi c'est on dit non, il n'y a pas d'information. Mais si tu lui demandes, est-ce que toi tu connais telle personne, va te dire non. Est-ce que tu connais tel organisme, va te dire non. Donc, tout ça, ça joue également. Comment aujourd'hui tu penses qu'on peut se servir de ces réseaux-là pour avoir accès à l'information? Moi particulièrement, bon, je veux faire la finance. Pas la finance, comptabilité, mais il y a des entreprises incontournables d'abord en finance que je dois connaître. D'abord, il y a les Big Four que je suis. Il y a également les banques que je suis, les banques togolaises, les banques aussi à l'international et tout. Et également les personnes au Togo d'abord que je suis. Les directeurs RH, les directeurs financiers. Toutes ces personnes-là sont dans mon réseau. Pas besoin d'avoir un réseau large. Et également aller à l'international, chercher les personnes qui postent même des informations, même sur le Togo que toi-même tu ignorais. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Même parlons même de LinkedIn, il y a des personnes aussi qui ne savent pas utiliser LinkedIn pour chercher un emploi. Tu veux un emploi, mais tu n'aimes pas connecter peut-être au RH de l'entreprise dans ton domaine. Tu es un marketeur ou bien tu es un financier par exemple, mais tu n'es même pas dans le réseau des banques. Bon, quand ils publient les offres, comment toi tu vois? Ouais. Donc il y a tous ces éléments. Mais aussi, il y a un point que j'aimerais soulever. Il y a d'abord l'auto-formation. Il faut être autodidacte. Il faut apprendre à se former soi-même. Il faut apprendre à travailler parfois seul. Tu es un entrepreneur, tu sais qu'il y a des notions que tu dois avoir, il y a un leadership que tu dois avoir. Au moins, fais l'effort de participer à certains forums pour qu'on puisse avoir au moins une image de toi. Si demain on veut t'aider, on va dire, on peut l'aider parce que lui-même, depuis le début, il apprend, il s'aide, voilà. Il fait des forums, il participe à des événements, même si c'est du bénévolat. Dès un début, il faut miser sur le bénévolat, il ne faut pas demander l'argent. En fait, justement, ça, je mets un petit point là. C'est-à-dire que c'est vrai que ça sort un peu du cadre, mais le bénévolat pour les entreprises ou bien les entrepreneurs au début, il y a beaucoup, quand ils créent les structures, peut-être supposons qu'ils proposent un service, quand tu vas le mettre sur un projet, et tu vas lui dire, ok mon ami, je te mets sur tel projet, mais sauf que pour le moment, il n'y a pas encore de fonds pour te financer. Bon, tu vas faire quelques prestations et tout. Mais au fur et à mesure, ça va t'ouvrir toi-même des portes et ça va permettre d'aller vers l'année prochaine, il y a quoi. C'est ça. Mais il manque beaucoup d'opportunités comme ça. Il y a plein, aujourd'hui, il y a. Peut-être le projet commence aujourd'hui, c'est la première édition, c'est la deuxième édition, il n'y a pas encore de financement. À partir de la deuxième édition, les gens commencent à savoir. Maintenant, toi, qui avais suivi depuis le début, à la deuxième édition, tu es le gagnant. Parce que la personne ne va pas aller chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, pourquoi les jeunes, aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont pas cette mindset-là de se dire, bon, sacrifions-nous un peu. D'abord, il y a d'abord la peur de l'entourage. Parce que, bon, quand d'autres personnes se disent entrepreneurs, elles s'attendent déjà à avoir leur propre voiture,
avoir leur propre argent, avoir C'est leur ça. propre local. Ah, c'est Mais c'est ça qui les motive en fait. Ouais, et tu penses non, mais ce qui ces personnes oublient, c'est que tout est fait selon un processus. Mhm. Il y a l'étape où tu vas prester de façon même gratuite parfois. C'est ça. Mais il ne faut pas prester de façon gratuite avec n'importe qui. Mhm. Il y a des personnes que, tu sais, si cette personne a une plus-value, ou bien une force de frappe, a une autorité, c'est préférable de t'accrocher à cette personne-là dans un début. Et quand toi aussi, tu as pu créer ton autorité, tu peux vendre tes services. Mais le but est que, le problème est que du moins, dans certains cas, tout le monde veut rentabiliser vite. C'est ça. Tout le monde veut croire que quand on voit les nouvelles startups d'aujourd'hui qui explosent, que bon, si telle personne a pu exploser en 6 mois, et non aussi. Mais tu n'as pas la connaissance du moins de cette personne-là. Tu n'as pas le réseau de cette personne-là. Aujourd'hui, quand on prend certains entrepreneurs de renom, quand tu vois les réseaux déjà, c'est waouh. Ce sont des personnes même qui peuvent générer même par du love money des millions. Yeah. Or, toi-même, de par du love money, tu peux générer 100 000. Voilà. Donc, déjà, même, il y a un voilà. problème. Donc, il faudrait que tu connaisses toi-même ta valeur, ta place dès un début. Dans le début, il faut juste se sacrifier, il faut avoir la patience. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au storytelling des fois mensongers des petits entrepreneurs qui réussissent? Parce que aussi des fois, quand la personne vient, peut-être il va sortir, il va dire, ok, en 6 mois j'ai fait tel. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Peut-être, supposons que peut-être il y a une startup qui vient, c'est bien capital, qui prend 1 million, comme exemple, de financement. Mais peut-être qu'il a commencé le processus en, je dis n'importe quoi, en 3 mois. Mais il a commencé à diriger son entreprise pendant 3 ans. Et quand il va venir à la télé, quand il va venir dans une émission comme ça, il va dire non, on a commencé rapidement, on a eu. Et ça donne des idées aux jeunes et aux autres qui sont là, de dire ok, si tu as pu faire ça en tel temps. Parce qu'il a rappelé le processus, il a commencé, il a dit il a 3 mois, il a eu son capital, mais il n'a pas rappelé le processus, il a commencé il a 3 ans. Donc c'est le 3 mois que nous on garde. Est-ce que tu comprends? Donc est-ce que ce n'est pas aussi dû des fois au scouting, des fois, voilà, qui dit n'importe quoi aussi? Qui fait que les jeunes aussi se projettent beaucoup plus. Ils ne regardent plus le processus, ils regardent plutôt l'aboutissement. Et ils cherchent à atteindre l'aboutissement même. Ok. Bon, d'une part, moi, je ne blâme pas plus les personnes qui nous vendent le rêve. Parce que c'est une manière de nous motiver, d'un premier temps. Mais aussi, toute l'information n'est pas utile. On peut recevoir une information aujourd'hui, mais il faut savoir en tirer parti. Même dans la Bible, on nous dit ça. Donc, ça veut dire que déjà même, ces personnes qui disent que telle personne a fait ça en 3 mois et que je vais faire pareil, c'est que ces personnes-là, d'abord, n'ont pas la culture de l'excellence. D'abord, toi-même, tu viens de me dire que la personne a vu les 3 mois, mais la personne a oublié les 3 ans. C'est une personne mûre d'esprit qui peut dire, qui peut comprendre que, hormis les 3 mois, il y a déjà 3 ans de travail acharné. Voilà. Mais ces personnes qui veulent la facilité, on croit directement les 3 mois. C'est comme je suivais un podcast de Sansa Zézé qui disait que il ne peut pas croire un rendement d'un projet qui dépasse les 30%. Même en finance, on nous dit qu'un rendement maximum c'est 15%. Yeah. Donc imaginez-vous, si vous venez dire par exemple, Sansa Zézé que j'ai un projet qui peut vous rapporter 50%. Il ne va pas croire. Il va voir que vous êtes un amateur en fait. Donc il y a tout ça également. Si tu n'as pas l'information, si tu ne te connais pas, tu vas te faire berner. Et le monde d'aujourd'hui là est rempli d'illusions. Même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes même les coachs motivateurs, qui viennent faire de l'argent juste en vendant des rêves. Et tout de suite. Donc, ton entrepreneur, avant même de te lancer, il faut comprendre où tu t'en vas. Il faut comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, avec un iPhone, on peut filmer quelque chose qui est moche, on ça tellement beau, ou bien avec même une IA, on peut filmer, on peut créer toutes sortes de manigances en fait. Donc, il faut juste être à l'affût, très attentif. Merci beaucoup, Daniel. Je ne veux pas me confiner. Tu dis tellement de choses intéressantes, mais on va arriver à la fin. D'accord. On a parlé aujourd'hui de finances digitales. Et aujourd'hui, on a vu un peu les limites de nos startups, qui sont des startups africaines et francophones, à avoir accès à ces opportunités-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des
recommandations, est-ce que tu as quelques conseils, quelques astuces, des plateformes qui existent que tu peux recommander pour les startups qui voudraient amorcer ce système de financement? Et déjà aussi pour avoir accès à l'information, est-ce qu'il y a des plateformes qui existent, qui forment sur ce genre de thématiques? D'accord. D'abord, bon, comme première plateforme de financement, il y a BM Prime Capital. Et oui, il y a BM Prime Capital qui vous attend et qui accepte tout projet. Petite anecdote, c'est pas les premières personnes qui viennent. C'est pas forcément que tu es obligé du moins que tu viennes cette année et que tu sois lauréat. Comme il l'a dit, il y a l'expérience qui peut jouer en ta faveur. Tu peux postuler aujourd'hui. On peut même peut-être rejeter ta candidature, dès que ce soit honnête. Mais ça ne doit pas être un élément de frein pour toi. Tu peux juste prendre note des remarques qu'on t'a fait, t'améliorer et revenir. Nous sommes là pour ça. Du moins que l'idée est bonne, l'idée est mature, l'idée est très cohérente avec le marché. Nous n'avons pas de problème à cela. Maintenant, concernant les conseils pratiques pour pouvoir avoir l'accès à l'information, d'abord, il faut être motivé toi-même. Parce que tu peux donner des liens, donner tous les outils nécessaires à quelqu'un, mais si la personne ne veut pas elle-même faire, elle ne va pas faire. Tu vois, il y a déjà ça. Et aussi, concernant comment même développer son réseau facilement, moi je pense que c'est tellement simple. Moi je suis parti sur LinkedIn. Moi au début, j'ai commencé LinkedIn en 2021. Ça fait même pas longtemps. Même pas longtemps. Aujourd'hui, je suis à 2,5K, je crois. Mais ces 2000 personnes-là, je suis sûr qu'il y a au moins 1000 personnes qui font purement de la finance. Que je sais que quand elles posent du contenu, moi-même je like. Ouais. Parfois même, je commande pour demander est-ce que ça là, est-ce que telle alternative est possible? Pour comprendre en fait. Il ne faut pas avoir peur aussi. C'est vrai que LinkedIn c'est professionnel, mais il ne faut pas avoir peur d'écrire même à des personnes que tu as envie d'apprendre sur leur parcours. Tu peux écrire j'ai vu votre parcours, j'aime bien ce que vous faites. J'aimerais qu'on soit amis. S'il y a des opportunités, vous ne me faites pas. Pareil pour moi. Ça vous permettra vous-même d'apprendre à être professionnel d'abord. Et aussi avoir de bons réseaux. Participer à des événements. S'il y a EcoBond FinTech, il faut partir voir. Parfois, si vous êtes rigoureux, moi je pense que même les organisations vont venir vous contacter. Si vous êtes créé certaines autorités, une certaine valeur sur le marché, crédibilité, voilà, merci. Elles vont venir vers vous. Elles vont vous dire pourquoi pas ne pas participer à tel programme, à tel truc. Et ça vous permettra de vous découvrir. Moi, ils ne te connaissaient pas. Justement. C'est sur LinkedIn qu'on s'est connus, qu'on a échangé et qu'aujourd'hui on est en train de discuter. Donc, si j'avais dit que, bon, tu ne connais pas, donc bon, j'y viens pas, mais je ne fais pas. Je ne serais pas là. Donc, il y a ça également. Savoir, même si c'est un petit truc, un petit geste qui peut paraître, selon toi, minime, il faut savoir utiliser ça pour pouvoir te créer quelque chose de bien. Très pratique. Merci beaucoup de Merci Giovanni. Avec moi. J'avoue que c'est un interview très enrichissant de par tes réponses, de par les conseils, de par l'expérience que tu as pu nous donner aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui vont sur cette vidéo-là ont quand même aujourd'hui un aperçu en tant que start-up de comment est-ce que le monde de la finance digitale se comporte. Et s'ils veulent aller sur ce marché-là, déjà se faire former, s'informer et après maintenant passer à la pratique. Parce que si tu passes pas cette case-là, voilà, je pense pas possible que ça échoue là-bas. Donc, merci beaucoup à toi. Et on va se dire à tout à l'heure. Ok, bonne journée.